Braves gens, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle horrifique histoire. Braves gens, bonsoir et bienvenue dans cette lecture de la nouvelle Un chat d'enfer de Stephen King, traduite en français par William Olivier Desmond, ou Desmond, parce que probablement que ça dit comme ça, je ne sais pas. Peut-être que le traducteur passera sur cette vidéo et nous le dira, n'hésite pas à laisser un commentaire sur YouTube. Et sur ce, braves gens, oui, Dédé, comme on l'appelle dans le milieu, évidemment, ce bon Dédé, finalement. Comme c'est écrit par là. Braves gens, bonne écoute. Alston trouva que le vieil homme dans le fauteuil roulant paraissait malade, terrifié et sur le point de mourir. Il avait l'expérience de ce genre de choses. La mort, c'était le boulot de Alston. Il l'avait donné à 18 hommes et 6 femmes au cours de sa carrière de tueur à gages indépendant. La mort, il savait la reconnaître. La maison, un vrai manoir en fait, était froide et silencieuse. Les seuls bruits étaient les craquements du bois dans la grande cheminée de pierre et les gémissements bas du vent de novembre à l'extérieur. « Je vous demande de commettre un meurtre, » dit le vieil homme. Il avait une voix haut perchée, tremblotante, irritée. « J'ai cru comprendre que c'était votre métier. »« Qui vous en a parlé ?» demanda Alston. « Un homme du nom de Saul Loggia. Il dit que vous le connaissez. » Alston acquiesça. Si Loggia était leur intermédiaire, c'était parfait. Et si jamais il y avait un micro-espion dans la pièce, tout ce que dirait ce vieux Drogan servirait à le piéger. Qui est la cible ? Drogan appuya sur un bouton de la console qui équipait l'un des accoudoirs de son fauteuil, et celui-ci s'avança en bourdonnant. De plus près, Alston sentit les odeurs jaunâtres de la peur, de l'âge et de l'urine mélangées. Il en fut dégoûté, mais ne manifesta rien. Son visage resta lisse, continua à respirer le calme. « Votre victime se tient juste derrière vous, » dit doucement Drogan. Alston réagit très vite. Sa vie tenait à ses réflexes, lesquels étaient extrêmement affûtés. Il sauta du canapé, mit un genou à terre, se tourna, la main déjà glissée dans sa veste de sport spécialement coupée.
Il s'empara de la crosse du 45 à canon court accroché sous son aisselle dans un étui à ressort qui projetait l'arme dans sa paume au premier contact. Et l'instant suivant, il se retrouva l'arme braquée sur un chat. L'homme et l'animal se dévisagèrent quelques secondes. Étrange moment pour Alston, personnage dépourvu d'imagination comme de superstition. Car dans ce moment où il se retrouva un genou en terre et le pistolet pointé, il eut l'impression de connaître ce chat. Bien que, s'il n'en avait jamais vu avec des marques aussi étranges, il s'en fût certainement souvenu. Sa tête était coupée en deux par le milieu. Un côté noir, un côté blanc. La séparation partait de son crâne plat et descendait le long de son nez et de sa gueule, droite comme une flèche. Il avait des yeux énormes dans la pénombre et dans ses pupilles noires dilatées, presque circulaires, dansait un reflet du feu, comme une braise lugubre de haine. Et la pensée retentit en écho dans la tête de Alston. Nous nous connaissons, toi et moi. Puis, l'instant passa. Il remit le pistolet en place et se releva. Je devrais vous tuer pour ça, le vieux. Je ne supporte pas ce genre de plaisanterie. Et moi, je n'en fais pas. Asseyez-vous et regardez là-dedans. Il venait de tirer une enveloppe épaisse de dessous la couverture qu'il avait sur les genoux. Alston s'assit. Le chat, jusqu'ici juché sur le haut du canapé, sauta légèrement sur ses genoux. Il regarda brièvement Alston de ses énormes yeux noirs, les pupilles entourées d'un mince anneau mordoré, puis s'installa et se mit à ronronner. Alston regarda Drogan, perplexe. « Il est très amical, » dit le vieil homme. « Au début. Ce gentil petit minou a tué 3 personnes dans cette maison. Il ne reste plus que moi. Je suis vieux, je suis malade, mais j'aime autant mourir le plus tard possible. » « Je n'arrive pas à y croire, » répondit Alston. « Vous m'avez engagé pour tuer un chat. Regardez dans l'enveloppe, s'il vous plaît. » Alston regarda. Elle était remplie de billets de 100 et de 50, tous usagés. « Il y en a pour combien ? » $6 000. Il y en aura 6 000 autres quand vous m'aurez apporté la preuve que le chat est mort. D'après Monsieur Loggia, votre salaire habituel est de $12 000. C'est bien cela ? Alston acquiesça, sa main caressant machinalement le chat sur ses genoux. Celui-ci s'était endormi, ronronnant toujours. Alston aimait les chats. C'étaient même les seuls animaux qu'il aimait. Il se débrouillait tout seul. Dieu, s'il y avait un Dieu, en avait fait des machines à tuer parfaites et hautaines. Les chats étaient les gâchettes du monde animal, et Alston les respectait. « Je n'ai nullement besoin de vous donner d'explications, » reprit Drogan. « Mais je vais tout de même le faire. Un homme averti en vaut 2, dit-on, et je ne voudrais pas que vous preniez cette affaire à la légère. De plus, j'estime qu'il est bon que je me justifie pour que vous ne puissiez pas croire que je suis fou.
Alston acquiesça de nouveau. Il avait déjà décidé de remplir ce contrat particulier, et pour lui, la question était réglée. Mais si Drogan avait envie de parler, il l'écouterait. Tout d'abord, savez-vous qui je suis? D'où me vient mon argent? Drogan Pharmaceuticals? Exact. L'un des plus grands laboratoires de produits pharmaceutiques au monde. Et la pierre angulaire de notre réussite a été ceci. De la poche de sa robe de chambre, il tira une petite fiole à pilules vides, dépourvue d'étiquette, qui lui tendit. Tridormal phénobarbine, composé G, prescrit presque uniquement aux malades en phase terminale. On en devient très vite dépendant, vous comprenez. Le produit combine un antalgique, un tranquillisant et un hallucinogène léger. Il est remarquable dans l'aide qu'il apporte aux mourants pour faire face à leur état et s'ajuster. Vous en prenez ? Demanda Alston. Drogan ignora la question. C'est prescrit partout dans le monde. Il s'agit d'un produit de synthèse que nous avons mis au point dans les années 50 dans nos labos du New Jersey. Nous l'avons testé presque uniquement sur des chats, à cause de la qualité unique du système nerveux de ces petits félins. Combien en avez-vous dégommé ? Drogan se raidit. C'est une manière injuste et préjudiciable de présenter les choses. Alston haussa les épaules. Au cours des 4 années de tests ayant conduit à la validation du médicament, environ 15 000 chats ont été sacrifiés. Alston siffla. Environ 4 000 chats par an. Et vous pensez que celui-ci est venu vous faire la peau, c'est ça? Je ne me sens nullement coupable, rétorqua Drogan. Mais la trémulation agressive était de retour dans sa voix. 15 000 animaux de laboratoire sont morts pour que des centaines de milliers d'êtres humains... Laissez tomber, le coupa Alston, que les justifications ennuyaient. Ce chat a débarqué ici il y a 7 mois. Je n'ai jamais aimé les chats. Des sales bêtes porteuses de maladies, toujours à courir dans les champs, à se couler dans les granges, à ramasser Dieu sait quels microbes dans leur fourrure, qui adorent ramener une bestiole aux entrailles pendantes dans la maison pour que vous puissiez l'admirer. C'est ma sœur qui a voulu le prendre. C'est elle qui l'a trouvé. Elle a payé. Il adressa un regard chargé d'une haine mortelle au chat qui dormait sur les genoux de Alston. Vous avez dit que ce chat avait tué 3 personnes. Drogan commença à parler. Le chat somnolait et ronronnait sur les genoux de Alston, qui le caressait et le grattait de ses doigts de tueur professionnel. De temps en temps, une pomme de pin éclatait dans l'âtre, faisant se tendre l'animal, comme s'il était constitué de ressorts d'acier sous sa fourrure et ses muscles. Dehors, le vent gémissait autour de la grande maison de pierre perdue au fin fond de la campagne du Connecticut. L'hiver était dans l'haleine de ce vent. Le vieil homme dévidait son récit d'un ton monocorde.
7 mois auparavant, ils étaient 4 dans la maison. Drogan lui-même, sa sœur Amanda, 77 ans, était l'aînée de Drogan de 2 ans. L'amie de toujours de celle-ci, Caroline Broadmoor, des Broadmoor de Westchester, expliqua Drogan, affilié d'un sérieux emphysème. Et Dick Gage, employé au service de la famille Drogan depuis 20 ans. Gage, qui avait 60 ans, conduisait la grosse Lincoln Mark IV, faisait la cuisine et le service du sherry le soir. Une femme de ménage venait tous les jours. Ces 4 personnes avaient vécu sous ce régime pendant près de 2 ans. Une brochette de vieillards dont les seuls plaisirs étaient de regarder The Hollywood Squares à la télé et d'attendre de voir qui mourrait avant eux. Puis, le chat est arrivé. C'est Gage qui l'a vu le premier traîner en miaulant autour de la maison. Il a essayé de le chasser. Il lui a lancé des bouts de bois et des cailloux, et il l'a touché plusieurs fois. Mais il ne voulait pas partir. Il sentait l'odeur de la nourriture, évidemment. À l'époque, c'était un vrai sac d'os. Les gens les abandonnent sur la route pour les laisser crever à la fin de l'été, vous savez. Un geste terrible, inhumain. Pire que de leur griller les nerfs, demanda Alston. Drogan ignora la pique et continua. Il détestait les chats. Il les avait toujours détestés. Comme celui-ci refusait de se laisser chasser, il avait donné l'ordre à Gage de préparer de la nourriture empoisonnée. 2 grandes assiettes tentantes de nourriture pour chats, bourrées de tridormal G, pour tout dire. Le chat n'y avait pas touché. C'est alors qu'Amanda Drogan s'était aperçue de l'existence de l'animal et avait tenu à ce qu'il le prenne. Drogan avait protesté avec véhémence, mais Amanda avait eu gain de cause, ce qui était toujours le cas, apparemment. Elle l'a elle-même apporté à l'intérieur, dans ses bras. Il ronronnait, exactement comme maintenant. Mais il refusait de s'approcher de moi. Il ne l'a encore jamais fait. Pour le moment. Elle lui a préparé un peu de lait. « Oh, regarde-moi cette pauvre chose, il meurt de faim !» qu'elle roucoulait. Elle et Caroline roucoulaient à qui mieux à propos de la bestiole. Écœurant. C'était leur manière de s'en prendre à moi, bien sûr. Elles savaient ce que je pensais des chats depuis le lancement des tests sur le tridormal G, 20 ans auparavant. Elles adoraient me taquiner, me faire rager avec ça. Il eut un regard mauvais. Mais elles l'ont payé. À la mi-mai, Gage s'était levé pour préparer le petit déjeuner et avait trouvé Amanda Drogan allongée au pied de l'escalier principal, au milieu de débris de vaisselle et de friskies. Ses yeux exorbités regardaient le plafond. Elle avait beaucoup saigné du nez et de la bouche. Elle avait le dos brisé, les 2 jambes brisées et le cou rompu, comme s'il avait été en verre. Le chat dormait dans sa chambre, continua Drogan. Elle le traitait comme un bébé. Il a faim, le petit minou. Il doit sortir faire ses petites affaires, le petit minou. Obscène, de la part d'une vieille sorcière comme ma sœur.
Je crois qu'il l'a réveillée par ses miaulements. Elle est allée chercher son assiette. Elle prétendait que Sam n'aimait ses friskies que s'ils étaient ramollis avec un peu de lait. Elle a donc décidé de descendre au rez-de-chaussée. Le chat se frottait à ses mollets. Elle était vieille, pas très solide sur ses jambes, à moitié endormie. Ils sont arrivés en haut des marches. Le chat s'est mis devant elle, l'a fait trébucher. Oui, les choses avaient pu se passer ainsi, se dit Alston. En esprit, il vit la vieille femme tomber en avant, trop sous le choc pour crier. Les friskies s'éparpillent partout tandis qu'elle dégringole cul par-dessus tête jusqu'en bas. Le bol explose. Finalement, elle s'immobilise au pied de l'escalier, ses vieux os cassés, les yeux écarquillés, du sang coulant de son nez et de ses oreilles. Et le chat, ronronnant, descend tranquillement pour aller grignoter, satisfait. Les friskies éparpillés. « Qu'est-ce qu'a dit le coroner ?» demanda Drogan. « Mort accidentelle, bien entendu. Mais je savais, moi. Pourquoi ne pas vous être débarrassé du chat à ce moment-là, une fois Amanda a disparu ?» Parce que Caroline Ronnemour avait menacé de s'en aller s'il le faisait, semblait-il. Elle était hystérique, obsédée par la question. Elle était malade et dingue de spiritisme. Un médium de Hartford lui avait raconté, pour seulement $20, que l'âme d'Amanda était entrée dans le corps félin de Sam. Sam avait appartenu à Amanda, avait-elle déclaré à Drogan. Et si Sam s'en allait, elle s'en allait avec. Alston, devenu une sorte d'expert pour ce qui était de décrypter les zones obscures des vies humaines, soupçonna Drogan d'avoir été l'amant de la vieille oiselle Broadmoor, jadis, et qu'il n'avait pas envie de la laisser partir pour un matou. « Autant se suicider », reprit Drogan. Dans son esprit, elle était encore en bonne santé, parfaitement capable de faire ses valises et d'aller s'installer à New York, Londres ou même Monte-Carlo. En réalité, elle était la dernière représentante d'une grande famille et ne disposait que de faibles revenus à cause de mauvais investissements faits dans les années 60. Elle logeait au premier étage dans une chambre à taux d'humidité élevé, spécialement contrôlée. Elle avait 70 ans, monsieur Alston. Elle avait été une grosse fumeuse toute sa vie, sauf les 2 dernières années, et son emphysème était très sérieux. Je voulais qu'elle reste ici. Et si le chat devait rester... Alston acquiesça et jeta un regard peu discret sur sa montre. Elle est morte dans la nuit, fin juin. D'après le médecin, rien d'étonnant. Il est venu à constater le décès et délivrer son permis d'inhumer. Point final. Mais le chat était dans la chambre. Gage me l'a dit. Nous devons tous y passer un jour ou l'autre, lui fit remarquer Alston. Certes, c'est aussi ce qu'a dit le médecin. Mais je n'étais pas dupe. Je n'avais pas oublié. Les chats comme celui-ci s'en prennent aux bébés et aux vieux pendant leur sommeil. Ils s'emparent de leur haleine. Ce sont des contes de bonnes femmes, fondés sur des faits, comme la plupart des contes de bonnes femmes, répliqua Drogan. Les chats aiment bien pétrir avec leurs pattes, voyez-vous. Un coussin, un tapis épais, ou une couverture. Celle d'un berceau ou celle d'une personne âgée.
Un poids supplémentaire sur une personne d'une grande faiblesse. Drogan ne termina pas sa phrase. Et Alston se prit à réfléchir. Imagina Caroline Broadmoor, endormie dans sa chambre, le souffle rauque sortant de ses poumons endommagés, dont le bruit se perdait presque dans le murmure des humidificateurs et de l'air conditionné. Le chat, avec son étrange tête noire d'un côté, blanche de l'autre, saute silencieusement sur le lit de la vieille fille et regarde ce visage ancien creusé de sillons de ses yeux noirs et mordorés. Il se coule furtivement sur sa poitrine étroite et se couche de tout son poids dessus, ronronnant. Et la respiration de Caroline se ralentit, et le chat ronronne tandis que la vieille femme s'éteint peu à peu sous le poids qui l'écrase. Il avait beau avoir peu d'imagination, Alston n'en frissonna pas moins. « Drogan ?» demanda-t-il sans cesser de caresser le chat qui ronronnait. « Pourquoi ne pas vous en être débarrassé ? Un vétérinaire vous l'aurait gazé pour $20. L'enterrement a eu lieu le 1er juillet. J'ai fait mettre Caroline à côté de ma sœur dans notre concession, comme elle l'aurait voulu. Et le 3 juillet, j'ai fait venir Gage dans cette pièce, et je lui ai donné un panier en osier, du genre panier à pique-nique. Vous voyez ce que je veux dire ? Alston acquiesça. Je lui ai dit de mettre le chat dedans et de le porter chez le vétérinaire de Milford pour qu'il l'endorme. Il m'a répondu « Bien, monsieur ». Il a pris le panier et il est sorti, tout à fait son style. Je ne l'ai jamais revu vivant. Il a eu un accident sur l'autoroute. La Lincoln a heurté une pile de pont à plus de 100 à l'heure. Dick Gage a été tué sur le coup. On a découvert des traces de griffes sur son visage. Alston garda le silence, tandis que, dans sa tête, il se représentait à nouveau le tableau. Il n'y avait aucun bruit dans la pièce, sinon les paisibles craquements du feu et le paisible ronronnement du chat sur ses genoux. La scène, lui, le chat, le feu, aurait fait une bonne illustration du poème d'Edgar Guest, celui qui dit « Le chat sur mes genoux, un bon feu dans l'âtre, un homme heureux si vous posiez la question. » Dick Gage, au volant de la Lincoln sur l'autoroute de Milford, dépassant de quelques kilomètres la vitesse limite. Le panier d'osier posé à côté de lui, un panier genre panier de pique-nique. Le chauffeur surveille la circulation. Peut-être dépasse-t-il un gros poids lourd et ne remarque-t-il pas la tête blanche d'un côté et noire de l'autre qui pointe par l'ouverture du panier, à l'opposé du conducteur. Gage ne le remarque pas parce qu'il double le gros poids lourd et c'est alors que le chat lui saute au visage, crachant toute griffe dehors, l'une d'elles atteignant un œil, le crevant, l'aveuglant. 100 à l'heure, dans le bourdonnement du gros moteur de la Lincoln, l'autre patte du chat agrippée au nez de Gage et s'y enfonçant, douleur exquise et atroce. La Lincoln menace peut-être à dériver vers la droite devant le gros cul qui klaxonne à vous crever les tympans,
Mais Gage ne l'entend pas à cause des feulements du chat. Le chat qui s'est étalé sur sa figure, telle une énorme araignée de fourrure noire, oreilles aplaties, ses yeux verts brillant des feux de l'enfer, ses pattes arrière s'agitant et s'enfonçant dans les chairs molles du cou du vieil homme. La voiture fait une violente embardée vers la gauche. La pile du pont se profile. Le chat saute sur le plancher et la Lincoln, torpille, noire et brillante, heurte le béton et explose comme une bombe. Alston déglutit péniblement et entendit un clic monter de sa gorge. Et le chat est revenu. Drogan acquiesça. Une semaine plus tard, le jour de l'enterrement de Dick Gage, pour tout vous dire, comme dans cette ancienne chanson, le chat est revenu. Il a survécu à une collision à 100 à l'heure. Difficile à croire. Il paraît qu'un chat a 9 vies. Quand il est revenu, c'est là que j'ai commencé à me demander s'il n'aurait pas été une sorcière, suggéra doucement Alston. À défaut d'un meilleur mot, oui, une sorte de démon envoyé pour vous punir. Je ne sais pas, mais j'en ai peur. Je le nourris, ou plutôt la femme de ménage qui vient le nourrir. Elle ne l'aime pas, elle non plus. Elle prétend que sa tête est une malédiction de Dieu. Bien sûr, elle est du coin. Le vieil homme essaya de sourire, sans succès. Je veux que vous le supprimiez. Je vis avec lui depuis ces 4 derniers mois. Il rôde dans les ombres, il me regarde. On dirait qu'il attend. Je m'enferme tous les soirs dans ma chambre et cependant, je me demande si je ne vais pas me réveiller un jour très tôt et le trouver roulé en boule sur ma poitrine, en train de ronronner. Le vent gémit un peu plus fort, lugubre, et un étrange ululement sortit de la cheminée de pierre. Finalement, j'ai pris contact avec Sol Loggia. Il vous a recommandé. Il a parlé de vous comme d'une sacrée équipe, je crois. Comme d'un one stick. Ce qui signifie que je travaille seul. Oui, il m'a dit qu'on ne vous a jamais pris, ni même soupçonné, que vous arrivez toujours à retomber sur vos pieds, comme un chat sur ses pattes. Alston regarda le vieil homme dans son fauteuil roulant. Et soudain, ses mains musclées aux longs doigts se trouvèrent juste au-dessus du cou du chat. « Je vais le faire tout de suite, si vous voulez, » dit-il doucement. « Je vais lui rompre le cou. Il ne s'apercevra de rien. »« Non !» s'écria Drogan. Il prit une longue inspiration chevrotante. Ses joues jaunâtres s'étaient colorées. « Non, pas ici. Emmenez-le. » Alston eut un sourire dépourvu d'humour. Il se remit à caresser avec douceur la tête, les épaules et le dos du chat endormi. « Très bien, » dit-il. « J'accepte le contrat. Voulez-vous récupérer le corps ? Non, tuez-le et enterrez-le. » Il se tut, se pencha en avant dans son siège, tel quelque antique charognard. « Rapportez-moi la queue, que je puisse la jeter dans le feu et la voir brûler. »
Alston roulait au volant d'une Plymouth 1973 équipée d'un moteur Cyclone spoiler. La voiture était customisée à mort, l'arrière relevé, l'avant plongeant selon un angle de 20 degrés vers la chaussée. Il avait reconstruit lui-même le différentiel et tout l'arrière. La boîte de vitesse était une Penske, la transmission une Harst. La voiture roulait sur des pneus à ceinture extra large, d'énormes Bobby Unser Wide Ovals, et pouvait atteindre les 250 km/h. Il quitta le domicile de Drogan peu après 21h30. Un croissant de lune glaciale chevauchait les trouées dans les nuages de novembre au-dessus de lui. Il roulait toute vitre baissée, tant il avait en horreur la puanteur jaunâtre de l'âge et de la terreur qui semblait imprégner ses vêtements. Le froid était agressif et coupant et finissait par l'engourdir, mais lui faisait du bien. Il chassait la puanteur jaunâtre. Il sortit de l'autoroute à Placers Glen et traversa la ville silencieuse où seul un feu jaune clignotant montait la garde au carrefour du centre, roulant tout le long à un paisible 50 km/h. Une fois hors de la ville, empruntant la SR35, il lâcha un peu la Plymouth, histoire de la décrasser. Le moteur boosté ronronnait comme le chat avait ronronné sur ses genoux un peu plus tôt dans la soirée. Le rapprochement fit sourire Alston. Il filait à un peu plus de 120 km/h au milieu des champs de novembre blanchis par la gelée et hérissés de squelettiques tiges de maïs. Le chat se trouvait dans un sac à commission double épaisseur fermé par une solide ficelle. Le sac était posé sur le siège baquet à côté du conducteur. L'animal somnolait et ronronnait au moment où Alston l'avait mis dedans et n'avait cessé de ronronner depuis. Il se rendait peut-être compte que Alston l'aimait bien et se sentait à l'aise avec lui. Il était comme le tueur, un solitaire, un one stick. Contrat bizarre, se disait Alston, surpris de prendre conscience qu'il y pensait comme à un vrai contrat. Mais le plus bizarre était que le chat lui plaisait bien, qu'il se sentait une sorte de parenté avec lui. Pour qu'il ait réussi à se débarrasser de 3 vieux schnocks, en particulier de Gage, qu'il avait emporté à Milford pour un rencard avec un veto au menton carré, qui n'aurait été que trop heureux de le fourrer dans une chambre à gaz en céramique de la taille d'un four à micro-ondes. Il se sentait une parenté avec l'animal, sans pour autant avoir envie de renoncer au contrat. Il ferait au chat la courtoisie de le tuer, vite et bien. Il se garerait à l'écart de la route, en bordure d'un des champs dénudés de novembre, le sortirait du sac, le caresserait, lui romprait le cou et lui couperait la queue avec son couteau de poche. Et, songea-t-il, je l'enterrerai comme il faut, hors de portée des charognards. Je ne peux pas lui épargner les vers, mais je peux lui épargner les asticots. Il pensait à tout cela, pendant que la voiture roulait dans la nuit noire, tel un fantôme ton sur ton. Et c'est à cet instant que le chat s'avança sous ses yeux, juché sur le tableau de bord, que, orgueilleusement dressé,
sa tête noire d'un côté et blanche de l'autre tournée vers lui, sa gueule paraissant lui sourire. Siffla Alston. Il jeta un coup d'œil vers sa droite et aperçut un trou fait à coups de dents ou de griffes dans la double épaisseur du sac, sur le côté. Puis il regarda de nouveau devant lui. Le chat leva une patte et, joueur, voulut le taquiner. La patte glissa sur le front de Alston. Il eut un mouvement pour s'en débarrasser, et les gros pneus de la Plymouth protestèrent lorsque la voiture se mit à aller d'un côté à l'autre de l'étroite chaussée. Du poing, Alston voulut chasser le chat du tableau de bord. Il obstruait son champ de vision. Le chat cracha, le dos arqué, mais ne bougea pas. Alston tenta de lui porter un nouveau coup de poing, mais au lieu de s'effacer, l'animal bondit sur lui. Gage, eut-il le temps de penser. Exactement comme Gage. Il écrasa le frein. Le chat était sur sa tête, l'aveuglant de son ventre couvert de fourrure, le griffant, l'entaillant. Stoïque, Alston s'agrippa au volant d'une main et de l'autre tenta de chasser le chat. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et soudain, il n'y eut plus de route sous la Plymouth, qui dévalait le fossé, rebondissant brutalement sur elle-même. Puis, ce fut l'impact qui le précipita contre sa ceinture de sécurité. Et le dernier bruit qu'il entendit fut le ululement inhumain du chat, la voix d'une femme qui accouche dans la douleur ou au comble de l'extase sexuelle. Il le frappa de son poing et ne sentit que le fléchissement et le relâchement de ses muscles. Second impact. Obscurité. La lune était couchée. Le jour se lèverait dans 1 heure. La Plymouth avait atterri dans un ravin où moutonnait une brume de sol. Pris dans la calandre, il y avait du fil de fer barbelé. Le capot s'était ouvert sous le choc et des volutes de vapeur montaient du radiateur crevé avant d'aller se confondre avec la brume. Aucune sensation ne lui venait dans les jambes. Il baissa les yeux et vit que la paroi intérieure de l'habitacle avait cédé sous l'impact. Le gros bloc moteur Cyclone Spoiler lui écrasait les jambes, le clouant sur place. À l'extérieur, au loin, il eut le cri de victoire d'une chouette venant de tomber sur quelque petit animal furtif. À l'intérieur, tout près, le ronronnement régulier du chat. On aurait dit qu'il souriait, comme celui d'Alice. Alston le vit se lever, arquer le dos et s'étirer. D'un mouvement aussi souple qu'un ondoiement de soie, le chat lui sauta sur l'épaule. Alston voulut lever une main pour le chasser. Ses bras refusaient de bouger. La moelle épinière, songea-t-il. Je suis paralysé. C'est peut-être temporaire. Plus probablement permanent. Le ronronnement du chat dans son oreille était comme le tonnerre. « Fous le camp !» dit Alston d'une voix rauque et sèche. Le chat se tendit un moment, puis se rassit. Soudain, sa patte vint frapper la joue de Alston, toute griffe dehors cette fois. Des lignes douloureuses descendirent jusqu'à sa gorge, puis des filets de sang chaud.
douleur, sensation. Il donna l'ordre à sa tête de pivoter vers la droite et sa tête obéit. Un instant, son visage fut enfoui dans la fourrure douce et sèche. Alston voulut mordre. Le chat émit un son surpris et rageur du fond de la gorge. Yark! Et bondit sur le siège. Il regarda l'homme en colère, oreilles couchées. « Tu t'attendais pas à ça, hein ?» croissa Alston. Le chat ouvrit la gueule et siffla. À voir cette étrange tête schizophrénique, Alston comprit comment Drogan avait pu le prendre pour un chat d'enfer. Ses pensées s'interrompirent lorsqu'il prit conscience d'une sensation lointaine de picotement dans ses mains et ses avant-bras. Les sensations qui reviennent, piqûres d'aiguille. Le chat se jeta sur sa tête, griffes sorties, en crachant. Alston ferma les yeux et ouvrit la bouche. Il mordit le ventre de l'animal, mais n'attrapa que de la fourrure. Le chat lui avait planté les griffes de ses pattes avant dans les oreilles et fouillissait. La douleur était terrible, d'un éclat atroce. Alston essaya de lever les mains. Elles tressaillirent, mais ne réussirent pas à quitter ses genoux. Il inclina la tête en avant et la secoua comme s'il chassait du savon de ses yeux. Sifflant, piaillant, le chat s'agrippa. Le tueur sentait du sang couler le long de ses joues. Il avait du mal à respirer. Son nez était pressé contre la poitrine du félin. Il arrivait à inhaler un peu d'air par la bouche, mais pas beaucoup. Ce qu'il aspirait arrivait à travers la fourrure. Il avait l'impression qu'on avait aspergé ses oreilles d'essence et mis le feu. Il renversa brusquement la tête en arrière et hurla de douleur. Il avait dû être victime du coup du lapin quand la Plymouth avait brutalement heurté l'obstacle. Mais le chat ne s'était pas attendu à ce mouvement et se détacha. Alston l'entendit retomber à l'arrière. Un filet de sang coulait de son œil. Il essaya de nouveau de bouger les mains avec l'idée d'emporter une à son œil pour essuyer le sang. Elle tremblait sur ses genoux, mais il était toujours incapable de le faire bouger. Il pensa au 45 spécial dans son étui, sous son aisselle gauche. Si jamais je peux attraper mon feu, le matou, le reste de tes 9 vies sera plié pour le compte. Les picotements s'accentuèrent. De sourds élancements douloureux montaient de ses pieds, enfouis, certainement hachés menus sous le bloc moteur, suivis d'éclairs et de fourmillements dans ses jambes. Exactement la sensation d'un membre qui reprend vie lorsque la circulation a été coupée à cause d'une mauvaise position. À ce moment-là, Alston se fichait de ses pieds. Il lui suffisait de savoir que sa moelle épinière était intacte, qu'il n'allait pas finir sa vie comme un tas de chair morte sous une tête bavarde. J'avais peut-être aussi quelques vies de rechange. S'occuper du chat, c'était la première chose. Ensuite, sortir de l'épave. Quelqu'un passerait peut-être par là. Voilà qui résoudrait les 2 problèmes à la fois. Peu probable, à 4h30 du matin, sur une route de fin fond de la campagne comme celle-ci. Mais pas impossible pour autant. Mais qu'est-ce que foutait le chat là derrière ? Il n'avait pas aimé l'avoir collé sur la tête. Mais il n'aimait pas non plus qu'il soit derrière lui, hors de sa vue. Il essaya le rétroviseur, inutilement. L'impact l'avait mis de travers et il ne reflétait que la pente herbeuse dans laquelle il avait fini. Un bruit derrière lui, évoquant du tissu qui se déchire lentement. Ronronnement. Chat d'enfer, mon cul, oui. Il va roupiller, là, derrière. Et même
Dans le cas contraire, même si, à sa manière, le chat se préparait à l'assassiner, que pouvait-il lui faire ? Ce n'était qu'une bestiole maigrichonne, même pas 2 kilos toute mouillée. Et bientôt, il allait pouvoir suffisamment bouger les mains pour attraper son arme. Il en était certain. Alston attendit. Les sensations continuaient à envahir son corps par une série d'incursions à coups d'aiguille. De manière absurde, ou par réaction instinctive peut-être, après avoir frôlé la mort d'aussi près, il eut une érection qui dura quelque chose comme 1 minute. Ce serait vachement dur de se branler dans de telles circonstances, pensa-t-il. Les premières lueurs du jour apparurent. Une ligne sur l'horizon à l'est. Un oiseau chanta. Alston tenta de nouveau de bouger les mains et réussit à les soulever de quelques millimètres. Puis elles retombèrent. Pas encore, mais bientôt. Bruit sourd sur le siège à côté de lui. Alston tourna la tête et se trouva nez à nez avec celle blanche et noire du chat. Ses yeux aux énormes pupilles brillaient. Alston lui parla. « Je vais toujours au bout d'un contrat une fois que je l'ai accepté, le matou. Ça pourrait être une première. Je vais retrouver l'usage de mes mains dans 5 minutes, 10 tout au plus. Tu veux un conseil ? Saute par une fenêtre. Elles sont toutes ouvertes. Barre-toi et emporte ta queue avec toi. » Le chat se contenta de le regarder. Alston essaya une fois de plus de bouger les mains. Elles se soulevèrent, tremblant sauvagement. 2 centimètres, 3. Il les laissa retomber mollement. Elles glissèrent de ses genoux et tombèrent sur le siège de la Plymouth. Elles luisaient, pâles, semblables à de grosses araignées tropicales. Le chat lui souriait. « N'ai-je pas commis une erreur ?» se demanda vaguement Alston. Homme d'intuition, l'impression qu'effectivement il en avait commis une le submergea soudain. Puis, le corps du chat se tendit et, avant même qu'il ait bondi, Alston savait déjà ce qu'il allait faire. Il ouvrit la bouche pour hurler. Le chat atterrit à hauteur de l'entrejambe de Alston, toute griffe dehors une fois de plus, et se mit à labourer. À cet instant, Alston regretta de ne pas être paralysé. La douleur était phénoménale, terrible. Il ne se serait jamais douté qu'il était possible d'avoir mal à ce point. Le chat n'était plus qu'un ressort tendu de fureur sifflante qui s'en prenait à ses couilles. Alston hurla, bouche largement ouverte. Le chat changea alors d'objectif et bondit à son visage, bondit dans sa bouche. C'est à ce moment-là que l'homme comprit que le chat était un peu plus qu'un chat, qu'il avait affaire à un être possédé d'intentions méchantes, meurtrières. Il vit une dernière fois la tête noire et blanche sous les oreilles aplaties, les yeux énormes remplis d'une haine démente. La bestiole s'était déjà débarrassée de 3 personnes. Elle allait à présent se débarrasser de John Alston. Le chat s'enfonça dans sa bouche, tel un projectile doublé de fourrure. Alston s'étouffa dessus. Les griffes des pattes de devant s'enfoncèrent dans sa langue et la mirent en lambeaux comme un morceau de foie de veau. Son estomac, révulsé, rejeta la nourriture qu'il contenait. Le vomi reflua par la trachée artère, la boucha, et il commença à ne plus pouvoir respirer.
Rendu à cette extrémité, sa volonté de vivre surmonta ce qui restait de sa paralysie. Il leva lentement les mains pour attraper le chat. « Oh mon Dieu !» pensa-t-il. Le chat forçait son chemin, aplatissant son corps, se tortillant, progressant centimètre par centimètre. Alston sentait ses mâchoires qui s'écartaient et se distendaient de plus en plus. Il voulut attraper la bête, l'arracher à sa bouche, la détruire, mais ses mains ne se refermèrent que sur sa queue. Le chat avait réussi, il ne savait comment, à s'introduire entièrement dans sa bouche. Son étrange gueule, blanche d'un côté, noire de l'autre, devait s'être enfoncée jusqu'à son œsophage. Un bruit affreux d'étouffement monta alors de sa gorge, qui se dilatait tel un tuyau de jardin, soumis à une trop forte pression. Il fut pris de tressautements. Ses mains retombèrent sur ses genoux. Ses doigts se mirent à pianoter follement sur ses cuisses. Ses yeux perdirent leur éclat, devinrent vitreux. Ils restèrent ouverts, regardant sans le voir, à travers le pare-brise, le jour qui se levait. Dépassant de sa bouche, on voyait quelques centimètres d'une queue hérissée, mi-noire, mi-blanche. Elle se balançait paresseusement de gauche à droite. Elle disparut. Un oiseau chanta de nouveau. L'aube arriva dans un silence de souffle retenu, au-dessus des champs frangés de givre du Connecticut rural. Le fermier s'appelait Will Russ. Il se rendait à Placers Glen pour faire renouveler le certificat de conformité de son camion quand il aperçut, en fin de matinée, le soleil se refléter sur quelque chose dans le fond du ravin que longeait la route. Il s'arrêta et vit la Plymouth à demi renversée dans le fossé, les barbelés pris dans sa calandre, la gardant prisonnière dans un filet de fer. Il descendit laborieusement jusqu'au véhicule et inspira brusquement. « Sainte merde !» murmura-t-il à l'intention de cette journée de novembre. Un type était au volant, dos tendu et raide, ses yeux grands ouverts et vides, foudroyant l'éternité. Les instituts de sondage ne le consulteraient plus jamais sur ses opinions politiques. Son visage était couvert de sang. Il avait encore sa ceinture de sécurité attachée. La portière côté conducteur était déformée, mais en tirant à deux mains, Russ parvint à l'ouvrir. Il se pencha dans l'habitacle et défit la ceinture. Il avait l'intention de chercher une pièce d'identité. Il s'apprêtait à passer la main dans le veston du type lorsqu'il s'avisa que sa chemise ondulait juste au-dessus de la boucle de ceinture. Ondulait et se dilatait. Des taches de sang se mirent à fleurir là, telles des roses sinistres. « Bon Dieu, qu'est-ce que... » Will Russ attrapa la chemise du mort et tira. Il regarda et hurla. Un trou avait été déchiqueté à coups de griffes dans la chair de Alston au-dessus de son nombril. Et là, il y avait la tête noire et blanche, maculée de sang et d'humeur d'un chat, les yeux énormes, menaçants. Russ
eut un mouvement de recul qui le fit vaciller et il hurla, main sur la figure. Des corbeaux prirent leur envol d'un champ voisin en croissant. Le chat finit de s'extraire du corps et s'étira avec une langueur obscène. Puis, il bondit par la fenêtre ouverte. Russ l'aperçut qui se glissait au milieu des hautes herbes, sur quoi l'animal disparut. Il paraissait pressé, raconta plus tard le fermier à un journaliste local. Comme s'il avait un boulot à terminer.